Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en 7 ce samedi 13 avril 2024. Nous parlerons dans cette émission du Mali. On va évoquer l'interdiction des activités des partis politiques. On ira également du côté du Niger où du matériel lourd et des instructeurs militaires russes sont arrivés à Niamey. La Libye fera également l'objet de discussions avec les violents affrontements entre groupes armés au cœur de Tripoli, la capitale. Et puis on va parler en deuxième partie en long et en large du Togo. Le Togo qui débute la campagne pour les élections législatives et régionales, mais une campagne sur fond de débat autour d'une nouvelle constitution. Pour cette première partie, deux invités sont avec moi. Marcel Aguessinou. Marcel, bonsoir. Bonsoir Sam et bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et je peux vous dire que selon John Kennedy, l'ex-président américain lors de la guerre froide, il disait que en refusant les révolutions pacifiques, on rend inéluctable les révolutions violentes. C'est pas cette formule lapidaire et en apparence anodine que je salue le monde entier qui nous suit actuellement et surtout les Togolais qui sont dans la diaspora, surtout mon co-débatteur qui est en présence. Sur le plateau, le co-débatteur, c'est Zana Sadio Hitou qui est analyste politique. Bonsoir Zana. Bonsoir Samuel et bonjour aussi. Bonsoir selon l'heure à laquelle les gens nous suivent et à tout le monde. Merci d'accepter l'invitation. C'est moi, M. Samuel. On commence avec le Mali. Le Mali, les autorités maliennes de transition ont annoncé, c'était mercredi 10 avril dernier, suspendre les activités des partis politiques et des associations à caractère politique jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire. Alors que Bamako justifie donc la mesure par la tenue d'un dialogue intermalien, les partis politiques et associations ont exprimé leur stupéfaction, la jugeant brutale, illégale et issue d'une dictature rampante. Zana Sadio Hitou, entre donc l'interdiction décidée par les autorités en Conseil des ministres et puis la réaction des partis politiques. Est-ce que vous comprenez que le contexte aujourd'hui se prête à cette décision ou bien vous pensez, comme les partis politiques, qu'il s'agit d'une dérive dictatoriale? Non, moi, je pense qu'il faut peser de part et d'autre les arguments qui sont avancés. Et je peux quand même rajouter que cette interdiction des activités des partis politiques est suivie d'une interdiction aux médias de parler des activités des partis politiques. Oui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le contexte malien est particulier, d'autant plus que vous savez que dans le pays, il y a une guerre en interne contre le djihadisme, contre les groupes armés terroristes qui veulent s'accaparer d'une partie du territoire. Il y a cette guerre que les autorités en place font contre ces groupes armés terroristes. Et il y a d'autre part des pays, comment on appelle, les partis politiques, qui eux veulent qu'il y ait un rapide retour à l'ordre constitutionnel, voire un civil être à la tête du pays et conformer ceci conformément à des engagements que les autorités en place avaient pris vis-à-vis, n'est-ce pas, de la CEDEAO, dont le Mali n'est plus membre. Voilà, en fait, c'est toute la question qui se pose. Cet engagement a été pris vis-à-vis d'une institution d'une institution régionale dans laquelle le pays ne se trouve plus. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ces autorités-là se sentent encore obligées? Et ils avancent aussi, n'est-ce pas, un dialogue en cours. Ouais. Et donc, je me dis que c'est dans un esprit peut-être de cohésion de leur part, c'est-à-dire ils ne veulent pas que les discussions passent dans tous les sens, que l'opinion peut-être soit intoxiquée. Mais de l'autre côté aussi, on peut dire que le principe, dans toute démocratie, c'est la liberté d'expression. Et c'est lorsque cette liberté d'expression dépasse les limites, le cadre défini par la loi, que l'autorité peut servir. Donc, dans ce sens-là, on peut aussi comprendre la position de ces partis politiques qui sont en train de parler d'une dictature rampante. Mais qu'à cela ne tienne, nous en dirons qu'il faut que les décisions se prennent dans l'intérêt du peuple malien. Et je pense que le plus grand intérêt des Maliens aujourd'hui, c'est que le pays recouvre la sécurité. Et quand il y a la sécurité,
tout le reste va s'en suivre. C'est vrai que je vais peut-être donner l'exemple qui n'est pas trop propre à mes yeux, c'est celui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons vu comment des médias russes ont été, je dirais, blacklistés en France, et ceci en contradiction avec les normes démocratiques dont ils sont les premiers donneurs de leçons. Donc on peut dire que parfois il y a des contextes qui justifient des décisions difficiles, et ceci pour assurer une certaine sérénité à un processus qui est en cours. Moi je pense qu'il faudrait que l'intérêt des Maliens, l'intérêt général du pays puisse primer sur ces considérations parfois partisanes. Marcel Agbessino, est-ce que c'est une décision que vous comprenez au regard du contexte actuel? Oui, vous savez, pour la souveraineté d'un pays, toute nation qui se réclame une nation indépendante doit au moins assumer l'intégrité physique et psychologique d'ailleurs de ses concitoyens et même à l'étranger. Vous savez, le Mali traverse une crise politique depuis que les autorités militaires ont pris le pouvoir par les armes. Ils ont déposé Ibeka et paix à son âme, il s'en est allé, il n'a plus été dans ce monde des vivants. Et le Mali traverse une crise qui ne dit pas son nom vis-à-vis des Occidentaux et vis-à-vis de certains partis politiques qui sont aussi alimentés de très loin par certaines personnes étrangères. Et pour au moins maintenir sa souveraineté, vous n'êtes pas sans savoir que Assimi Goïta a été est toujours entouré par certaines compétences, certaines têtes aussi bien faites, et qui font que le pays aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, avec des accords bilatéraux et des conventions internationales qu'il signe avec que ce soit la Russie et autres, ça fait que le pays est un peu visible et que le pays de clopin en train de redorer son blason. Et dans ce cas, certains partis politiques, que ce soit les associations, ils ont donné quelques prérogatives, ou bien c'est-à-dire que ces associations et partis politiques suivent de près la fin de la transition qui a été prévue le 24 mois, parce que selon le décret du président Assimi Goïta, la transition malienne doit prendre fin dans un délai de 20, c'est-à-dire que après 24 mois et 26 mars dernier, la transition doit prendre fin. Ouais. Donc, étant donné que ces individus, ils font le décompte que la transition doit prendre fin et qu'on transfère le pouvoir à un civil, étant donné que tel n'est pas le cas, à l'heure où nous parlons, tel n'est pas le cas, la transition est toujours aux mains des autorités militaires et qui ne parlent plus d'une élection présidentielle en les opposants toujours assoiffés du pouvoir. Ils ont commencé des agitations stériles en demandant la fin de cette transition et le transfert du pouvoir à une autorité civile. Mais les autorités qui assument l'intégrité physique et territoriale de cette grande nation qu'est le Mali, eux aussi, ils n'ont pas venu le pouvoir à Assinilo, ils ont des arguments, ils disent que non, étant donné qu'il n'y a pas la tranquillité nationale, les Maliens sont divisés. Le nord est envahi par des groupes armés, des groupes djihadistes. Il faut qu'on pacifie les deux côtés. Il faut qu'on pacifie le Mali en général avant de parler d'une quelconque élection. Mais c'est quand même un argumentaire assez faible parce que on a eu un référendum au Mali, malgré la situation sécuritaire. On a eu le référendum sous quel régime? Il faut demander ça. Est-ce que le référendum a été hâté dans le régime, sous le régime de Assimi Goïta? Bien sûr. Donc, parce que Assimi Goïta, il est en train de démonter un à un les pièges. Mais c'est lui qui a organisé le référendum pour valider la nouvelle constitution. Mais le référendum et une élection présidentielle ne sont pas comme l'envers le revers d'une médaille. C'est des votes. C'est des votes, mais il y a l'autre vote. On cherche la tête, ou bien la tête de quelqu'un qui ne va pas peut-être qui ne plaira pas les Maliens. Raison pour laquelle, étant donné qu'il a su que son pays devient la proie facile pour les Occidentaux et autres et autant, il faut
interdit les activités associatives et des partis politiques, d'accord. Et suspendre les activités politiques. Il n'a pas interdit les activités politiques. En quoi, par exemple, les activités des partis politiques peuvent être une entrave, par exemple, au bon déroulement du dialogue ou même à la lutte anti-djihadiste? Non, moi, je l'ai dit tantôt, que le principe devait être la liberté d'expression et les libertés politiques. Et c'est lorsqu'il y a des dérives qui sortent du cadre de la loi qu'il fallait sanctionner. C'est ça le principe. Mais on est dans le cadre d'un contexte particulier où vous savez parfois que certaines sorties politiques de certaines personnes qui ont une certaine visibilité peuvent entraîner beaucoup de choses. Lorsque l'on voit un peu la situation sécuritaire relativement maîtrisée aujourd'hui au Mali, on peut se dire que Monsieur Assimi Goïta, il est dans une posture où il estime que beaucoup d'efforts ont été faits et il y a eu sûrement au cours de cette longue épreuve de reconquête du territoire des rebondissements qui ont fait que le calendrier ou bien les promesses faites aux partis politiques n'ont pas été respectées. Et maintenant qu'il y a un cadre qui permet d'échanger en toute sérénité pour voir dans quelle mesure s'entendre sur un nouveau calendrier sur lequel tous les acteurs s'entendent. Il ne faut pas que des voix discordantes puissent induire l'opinion dans des crises, des récupérations politiciennes, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est dans cette logique qu'ils sont aujourd'hui. Moi je pense que, sincèrement, les autorités militaires maliennes, ils ont fait beaucoup de choses pour ce pays. Et il faut que ces acquis soient sauvegardés. Le risque aujourd'hui, c'est que si ces opérations militaires qui visent à sécuriser le pays, à regagner la souveraineté territoriale complète, si ce n'est pas abouti et qu'un civil prend le pouvoir, qu'est-ce que ce processus-là va devenir? C'est ça le réel risque. Est-ce que ce pouvoir civil aura, n'est-ce pas, cette énergie, cette force, cette, comment dit-on, ce pragmatisme? Capacité-là. Voilà un peu les réflexions qui peuvent pousser à comprendre la posture des autorités militaires maliennes et donc de mettre un peu de l'eau dans notre vin. Est-ce que ce genre de décision, ce n'est pas plutôt cela qui donne de l'eau au moulin des opposants pour qu'ils aient encore des arguments pour fustiger la gestion de la transition? Oui, moi je peux dire que en première école, on peut la réponse négative n'est pas de mise. À ce niveau, la réponse négative n'est pas de mise. Dans la mesure où les opposants, les activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre selon le décret de Assimi Goïta, ça va raviver les tensions dans le pays et certains diront que voilà, ces autorités militaires, ils sont là pour s'éterniser au pouvoir. Au pouvoir. Ils ne voulaient pas quitter le pouvoir, alors que bon, peut-être dans leur agenda, dans leur chronogramme, c'est tout un schéma pour pacifier, pour harmoniser, les tensions et vouloir laisser un pays digne de son nom après leur départ. Mais de nos jours, moi, je peux dire que dans d'autres écoles, Assimi Goïta a l'intérêt de contrôler les va-et-vient des médias et des associations, des tenants des associations. Parce que pour un pays vaste que le Mali, la souveraineté doit être une souveraineté de mise. Laisser les médias s'en prendre et dire de n'importe quoi pour au moins banaliser la transition, c'est quelque chose que les autorités de la transition ils devaient veiller sur ça. On dit souvent que le pouvoir d'une nation, ou bien le pouvoir d'une nation, c'est la communication. Si vous négligez la communication dans votre propre pays, et on peut vous sauter en un rien de temps.
Mais vouloir aussi contrôler les médias, ce que les médias publient, parce qu'on interdit désormais aux médias de publier les activités des partis politiques, c'est aussi un musellement de la presse. C'est musulman de la presse. Mais quel genre d'activité que ces médias nationaux publient? C'est de là, c'est de ça il s'agit. Il y a certains médias nationaux, peut-être alimentés par d'autres médias qui sont chassés manu militari au Mali. Ils sont aux aguets, mais ils contrôlent de tout près ce qui se passe au Mali. Et c'est eux-mêmes qui enveniment la situation à travers des résultats bidons, les chiffres que peut-être les djihadistes ont attaqué telle ville, alors que tel n'était pas le cas. Et les autorités de la transition étaient conscientes de cette situation. Il faut réglementer le secteur et non pas l'interdit. Moi, à mon avis, ils doivent réglementer le secteur. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont tellement prudents en disant que les activités des partis politiques sont suspendues. Jusqu'à nouvel ordre. La suspension ne signifie pas l'interdiction. Bien sûr. Zana, on est quand même au Mali, où on connaît le poids des associations, notamment quand on prend un certain nombre d'imams, Mahmoud Dicko, il y en a bien d'autres qui peuvent faire mal au pouvoir. Est-ce qu'en incluant aussi les associations, on vise finalement toutes ces personnalités religieuses également? Non, moi, je ne pense pas que cette décision vient indexer une personne ou bien une catégorie de personnes, mais c'est plutôt éviter que des discours subversifs viennent menacer l'ordre établi, viennent menacer la tranquillité avec laquelle les choses se décident pour contrôler l'entièreté du territoire malien. C'est de ça qu'il s'agit. Finalement, c'est obliger tout le monde à regarder dans la même direction. Ce n'est pas obligé tout le monde à regarder dans la même direction, mais c'est de permettre d'avoir un minimum de discipline. Un minimum de discipline, parce que vous savez, lorsqu'on prend la souveraineté territoriale d'un pays par rapport, comment dit-on, à la suspension des activités politiques durant une période d'années, le temps de donner une chance ou bien des chances au dialogue inter-malien de se poursuivre en toute sérénité, sans que tel-ci vienne pousser tel-ci à poser tel acte, va pousser tel-ci à des manifestations, à tel-ci, à tel-ci. Non, il faut que les choses se fassent dans une certaine sérénité. Nous avons vu les résultats qui ont été acquis sur le terrain, la prise de Kidal, mais ce qui ne veut pas pour autant dire la fin du terrorisme. Ça, c'est les mots de c'est ce qu'ils ont. Oui. Donc moi, je pense que l'intérêt suprême de la nation doit toujours être au-dessus de ces considérations politiciennes. La sécurité des Maliens, sans la sécurité même, les activités politiques ne peuvent pas être menées de manière sereine. Oui, mais en même temps, vous savez aussi que le Premier ministre malien, Choguel Maïga, est en difficulté, notamment avec les partis politiques qui l'ont porté. Est-ce que cette décision aussi ne vise pas un peu à affaiblir les partis pour que Choguel Maïga se retrouve un peu plus de façon en position confortable? Non, comme je l'ai dit, moi j'analyse cette décision-là comme je l'ai tout à l'heure développé. C'est tout juste pour permettre à ce que le dialogue qui est en cours puisse se terminer de manière sereine, sans qu'il y ait des récupérations, et pour que chacun, de manière tranquille, puisse faire des efforts pour que le pays aille de l'avant, au nom de l'intérêt suprême de la nation, pas au nom de des intérêts immédiats où les gens veulent forcément être calife à la place du calife. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de bâtir un pays, de refonder un pays sur des bases sereines. Vous pensez donc où tout le monde peut aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Après la fin du dialogue, il serait possible que les activités des partis politiques reprennent, c'est ça? Il ne s'agit pas d'une interdiction à vie. Il s'agit d'une suspension. Justement, Marcel Agbessino, lorsque les autorités militaires disent jusqu'à nouvel ordre, qu'est-ce que ça veut dire nouvel ordre? Nouvel ordre, c'est lorsque les autorités en charge de l'intégrité physique et souveraine du pays
ont vu que bon, la situation est au calme. Peut-être ils détenaient certaines informations relatives ou bien à l'égard de ces partis politiques et des acteurs de la vie associative. Donc, lorsque la situation est au contrôle, le pouvoir peut faire ce que nous appelons la main levée, et maintenant, le pouvoir peut procéder au parallélisme des formes. Mais ça, c'est quand même assez aléatoire de dire jusqu'à ce que la situation se normalise. Ça fait des années que la situation dure et c'est pas demain la veille que ça va se normaliser. Mais ça dépend, c'est un décret que Assimi Goïta a pris. Le décret, ça fait partie de ses obligations, de ses prérogatives. Il peut toutefois le rapporter à tout moment. Mais on ne peut pas aussi, avec certitude maintenant, déterminer le temps et l'espace, la durée que prendra fin ce décret. Mais ce que moi je peux dire, il revient maintenant à ces à ces secteurs impliqués dans le décret de faire du couloir et demander si le président de la République, Assimi Goïta, peut faire main levée et en procédant le parallélisme des formes, c'est-à-dire que celui qui fait défait. Actuellement, les partis politiques font monter le ton. Vous pensez que c'est la bonne attitude pour amener les militaires à reculer? Non, eux aussi, je l'avais dit si haut que bon, ils sont dans leur rôle. Si on crée son parti politique, c'est justement pour accéder et exercer le pouvoir politique et d'être au sommet. Et étant donné que vous voyez que l'horizon est un peu flou et vous ne voyez pas la chance demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par faire des agitations stériles et faire du tapage pour voir si ça peut donner. Si ce tapage, ça ne donne pas, les partis politiques n'ont pas cette seule voie. Il peut toutefois encore faire le plan B. Le plan B, c'est de discuter et demander un dialogue franc avec... Ils peuvent aussi mobiliser la rue. Mobiliser la rue, mais aujourd'hui, est-ce que la rue ou bien est-ce que la rue peut renverser les autorités militaires qui sont en place avec l'appui des autorités russes? Ça veut dire que les militaires sont sûrs de leur coup, ils savent qu'ils ont la rue de leur côté et qu'ils ne risquent rien, c'est ça? Non, moi je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. Dès le début, quelles étaient les ambitions des autorités militaires qui ont pris le pouvoir? Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Je crois que c'est ce qui a été convenu avec la CEDEAO, avec les partis politiques maliens, c'est que le pouvoir soit transmis aux civils à suite à des élections. Quand promesse non tenue. Parce que les objectifs sécuritaires n'ont pas encore été atteints. C'est ce que je disais, ça c'est très aléatoire. Non, je ne pense pas que ce soit aléatoire. Même si c'était aléatoire, qu'est-ce qu'il faut privilégier? La reconquête territoriale, la sécurité du pays ou les élections? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Dans quoi les gens peuvent tous les Maliens se retrouvent? C'est de ça qu'il s'agit. On passe au second sujet, c'est le Niger. On va parler donc de la réception de matériel lourd et des instructeurs militaires russes. Moscou va installer un système de défense anti-aérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien du Niger. C'est ce qu'a affirmé la télévision publique nigérienne. Des instructeurs russes sont arrivés mercredi 10 avril au Niger et qui a également réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de la nouvelle coopération sécuritaire entre les deux pays. Nous avons assisté à l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 76, j'espère que je prononce bien le nom. C'est un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord des instructeurs du ministère russe de la Défense. La télévision Télé Sahel, télévision donc nationale nigérienne en a fait l'annonce. Marcel Agbessino, donc l'arrivée d'instructeurs militaires, on parle beaucoup d'instructeurs, je sais que les médias occidentaux vont parler de mercenaires, en tout cas moi je m'en tiens à l'expression officielle, mais est-ce qu'aujourd'hui Niamey n'est pas en train de passer d'un maître à un autre maître? Il s'agit de quel ancien maître? La France était là avec les instructeurs, la France est partie, maintenant on fait venir les instructeurs russes. Est-ce que c'est pas d'un maître à un autre finalement? Effectivement, c'est d'un ancien maître qui a prouvé ses limites et d'un nouveau
qui a la capacité au moins de donner quelque chose. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 28 juillet 1914, j'ai l'habitude de citer cette date où la première guerre a été éclatée entre les Occidentaux, l'Allemagne et les autres Occidentaux. La France a été une nation lacunaire, où les Africains ont aidé énormément à libérer. Raison pour laquelle même presque tous les tirailleurs africains ont été baptisés des tirailleurs sénégalais. Ce ne sont pas des Sénégalais seuls, mais c'est tous les Africains qui ont contribué à libérer la France. Et la première guerre a pris fin le 11 novembre 1918 à Rotonde, sauf omission de ma part. Et la deuxième guerre mondiale a été dans le même sillage, au moment où la Pologne a déclaré la guerre. Ou bien l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939 à 5h45. Dans ces méli-mélou, la France se basait surtout sur le dos des Africains pour être libérés. Les Occidentaux, je l'avais dit entre-temps, que le temps là constitué des États-Unis, les États-Unis n'ont jamais gagné aucune guerre seule. Et que ce soit la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, eux, ils faisaient du commerce. Jusqu'à nos jours, regardez presque toutes les guerres qui sont dans le monde moderne et contemporain, les États-Unis, eux, ils faisaient quoi? Ils faisaient du commerce. N'eût été l'écoulement de leur bateau sur Pearl Harbor, dans l'île Hawaï, le 7 décembre là, 1942 et 43, les États-Unis n'entreront jamais dans la guerre. Vous avez une très bonne mémoire. On va revenir maintenant à la... Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez une très bonne mémoire. On va revenir à la Russie avec ses relations avec Niamey aujourd'hui. Je peux vous dire que pour montrer les limites de la France, il dit que je remonte si haut. Raison pour laquelle je oui, mais avec le temps, on va revenir dans l'histoire. Oui. Aujourd'hui, la CEDEAO, composée de la France, la France est parmi les pays africains dans la CEDEAO. Et la CEDEAO est là, et nos amis du Sahel, du Niger, végètent dans des difficultés énormes. Des djihadistes par ça et ça et là. Vous allez voir également qu'il y a des attentats, il y a de la malgouvernance, il y a le sous-emploi, les jeunes ne trouvent pas de l'emploi et le pouvoir est confisqué et on choisit celui qui peut exercer le pouvoir aux grandes dames de toute la population du Niger. Bazoum en a été un exemple à citer éloquemment. Il a été porté, c'est un jeu de ping-pong. Oui, est-ce que vous revenez directement à la Russie? Oui, parce qu'on va tourner rapidement. C'est un jeu de ping-pong. Bazoum a été, le pouvoir lui a été donné par son prédécesseur. Et il est en train d'assumer le pouvoir comme si il assumait le pouvoir pour quelqu'un. D'accord. Et la Russie aujourd'hui, la France a posé... La Russie est la solution aujourd'hui, selon vous? Pas tellement la solution, mais... on va revenir sur ça. Pas une panacée, mais pas aussi une aubaine, mais la Russie peut aider, un tant soit peu, à résoudre le problème. Zana, on a donc déploiement des instructeurs du ministère russe de la Défense. La précision est très importante. Est-ce que vous croyez en cette rhétorique d'instructeurs du ministère russe de la Défense, ou bien c'est encore, comme dirait l'autre, des mercenaires qu'on a envoyés? Non, moi je pense que la configuration du groupe Wagner a changé depuis un moment. Depuis la mort de Prigojine. Donc les autorités, le ministère de la Défense a pris la main sur ce groupe. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de mercenaires. Officiellement, on ne peut plus parler de mercenaires. Mais aussi dans ce rapport entre la Russie et le Niger, je n'ai pas envie qu'on parle d'anciens maîtres, de nouveaux maîtres. Parce que je ne vois pas la Russie se poser en maître au Niger. Il s'agit plutôt d'un partenaire. D'un partenaire qui, avec beaucoup de pragmatisme, donne les solutions qu'il faut pour garantir le minimum de souveraineté. Et je crois que dès l'entame
de cet acte, on peut dire, on peut voir que il ne vient pas s'imposer, il ne vient pas prendre la place des autorités, la Russie, je veux bien dire. Donc vous voyez, quand on vous donne un matériel qui est destiné à la surveillance de votre espace aérien, c'est qu'on veut vous donner ou bien vous redonner une certaine souveraineté. Mais vous touchez, peut-être vous a été enlevé. Vous touchez quand même bien là le point. On parle ici de système de défense anti-aérien. Est-ce que Niamey a la capacité de contrôler? Est-ce que c'est pas juste la Russie qui met un système et qui va contrôler l'espace aérien nigérien? Et justement, je pense que dans la continuité de ça, et c'est le rôle des instructeurs qui vont former les militaires nigériens pour utiliser ce matériel sophistiqué de dernière génération. Donc vous voyez que c'est entre deux partenaires différents, c'est les paradigmes qui changent. Et c'est ce à quoi on a assisté par exemple au Mali. Et bien évidemment, on peut faire le lien, c'est-à-dire récemment, il y a les Américains qui sont priés, l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis, on a mis fin parce qu'il n'y a pas de cadre contractuel légal en quelque sorte. On dit que c'est juste par une information unilatérale que ces militaires, ces 1000 et quelques militaires américains se sont venus s'implanter sur le sol nigérien. Et aussi, il y a des éléments qui justifient ça parce que c'est au lendemain d'une visite d'une délégation américaine que ces relations sont devenues, n'est-ce pas, brouillées entre les États-Unis et le Niger. Parce que, dirait-on, des tons condescendants venant de la partie américaine qui n'ont pas plu aux autorités nigériennes. Et donc, vous voyez que ce n'est pas du tout un rapport d'élève par rapport à maître, mais c'est plutôt des relations décomplexées. C'est justement parce que la Russie propose aujourd'hui aux pays du Sahel qui ont des problèmes de sécurité et qui ont besoin d'une logistique. De logistique appropriée, n'ont pas besoin d'une forte présence au sol où les gens s'imposent, n'est-ce pas, qui se disent détenteurs de la solution, ils ne connaissent pas la réalité du pays, mais ils disent que c'est eux qui doivent faire. Ce paradigme a changé avec la Russie. La Russie donne des moyens logistiques avec un minimum d'assistance militaire et c'est ce à quoi on a assisté au Mali avec la prise de Kidal. Et aujourd'hui, je pense que dans les prochains jours qui vont suivre, c'est ce même scénario que nous allons vivre avec le Niger. Oui, justement, quand les instructeurs sont arrivés, ils ont déclaré que nous sommes ici pour former l'armée du Niger et l'aider à utiliser le matériel militaire qui vient d'arriver. Il s'agit du matériel de différentes spécialités militaires. Donc nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Aujourd'hui, on peut considérer, en tout cas dans l'espace sahélien, la Russie comme un bon partenaire militaire? Oui, la Russie, que ce soit en Occident, en passant par OTAN et les autres pays, vous allez voir que la Russie est saluée. Les autorités russes sont saluées partout. Que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en Turquie, vous savez mieux que moi, c'est Vladimir Poutine et toute son équipe sont en train de révolutionner le monde. Les 666, ils sont en train de révolutionner le monde parce que ces Occidentaux, avec l'appui de l'OTAN, ils veulent imposer un diktat au monde entier. C'est-à-dire que leur doctrine est la meilleure, leur culture est la meilleure, leur religion est la meilleure, leur peut-être éducation est la meilleure. Mais quiconque qui ne s'inscrit pas dans cette logique, lui il est considéré comme un dictateur. Mais c'est chez eux, aux États-Unis, où nous avons vu des policiers qui sont peut-être en faction, ils ont agenouillé sur quelqu'un et la personne s'en est allée, il est décédé.
dans une grande démocratie, comme les États-Unis. Vous allez, je peux allonger la liste. Et ces Occidentaux, et ils clament ils disent que chez eux, il y a la démocratie, l'état de droit, mais c'est chez eux que les gens sont brimés. Les droits de l'homme sont bafoués, sont foulés aux pieds. Si aujourd'hui, Vladimir Poutine et toute son équipe ont atterri, ont déposé leurs valises dans les pays du Sahel, en passant par le Niger, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Parce que si vous lisez un peu les 48 lois du pouvoir, vous verrez dans le contenu d'une partie que l'homme, la nature ou bien le monde entier, ou bien la nature est pleine c'est une jungle. Et pour vaincre, il faut aussi avoir quelque chose. Tu dois s'affirmer. S'affirmer ne voulait pas dire que tu dois avoir les Kalachnikov là, les fusils là d'ancienne génération là. C'est pas ça que tu devais utiliser. Il faut du matériel sophistiqué. Il faut avoir des matériels de dernière génération pour pouvoir contrôler l'espace aérien d'abord et l'espace aussi terrestre. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer quand même qu'avec ces acquisitions, l'armée nigérienne prend j'ai envie de dire, prend de l'ascendance sur les terroristes parce qu'eux aussi sont très armés, très lourdement armés? Non, c'est le terrain qui va nous édifier. Mais on peut dire qu'avec cette coopération, on peut dire que les militaires maliens seront plus fiers. Parce que ce partenariat avec la Russie, c'est destiné à les outiller. Ce n'est pas destiné à ce qu'une force étrangère vienne faire le boulot à leur place. Donc, je pense que c'est une manière de restaurer un peu la fierté, le sentiment de fierté de la part pour ces militaires maliens. Donc, moi, je pense... Nigériens. Nigériens plutôt. Et je pense que les jours qui vont suivre, on va voir ce qui va se passer sur le terrain pour savoir si vraiment c'est une bonne stratégie, si les équipements et les instructions qui sont mis à contribution dans le cadre de ce partenariat va produire les effets sécuritaires voulus sur le terrain. D'accord. Troisième sujet, nous passons maintenant à la Libye. Des affrontements ont opposé des groupes armés influents au cœur de la capitale libyenne. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi, semant la panique parmi les habitants qui célébraient le deuxième jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du jeûne du Ramadan. Les raisons des affrontements qui n'ont pas fait de victimes et ont duré environ 1 heure sont pour le moment inconnues, mais des échanges de tirs, notamment l'arme lourde, ont éclaté donc dans cette nuit entre les membres de la police judiciaire attachés à la force Al-Rada. C'est la force de dissuasion qui contrôle l'est de Tripoli et ceux de l'autorité de soutien à la stabilité SSA, groupe basé dans le quartier populaire d'Abou Slim. Selon les médias locaux, ces affrontements ont fait suite à l'interpellation à un barrage de la police judiciaire d'un membre du SSA qui, à son tour, a arrêté des membres du Rada. Sana Sacho, c'est un beau méli-mélo en Libye. Hein. Non, en fait... On a ri, mais c'est triste. Ouais. C'est triste, mais ça se comprend parce que au lendemain de la chute du régime du colonel Muammar Kadhafi, ce sont ces groupes armés qui ont assumé la sécurité. C'est-à-dire, ils se sont systématiquement organisés pour assurer la sécurité, pour protéger les citoyens et jusqu'à ce que un semblant d'autorité régulière puisse être rétabli. Et aujourd'hui même, vous verrez que même ils bénéficient de financement public sans pour autant être sous la tutelle du ministère de la Sécurité. Donc ils ont une certaine autonomie opérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment les maîtriser. C'est vrai qu'il y a un accord qui doit leur permettre de quitter la ville, mais quand c'est comme ça, et qu'est-ce qu'ils sont appelés à devenir? Moi, je pense que c'est le problème qui a toujours surgi après des guerres où il y a des groupes d'autodéfense qui s'organisent, mais après, qu'est-ce que ça devient? Quand l'État, l'autorité de l'État va se réaffirmer, qu'est-ce qu'on en fait?
Donc, c'est toute la question qu'il faut se poser. Et vous comprendrez que ces ordres ne datent pas d'aujourd'hui. Oui. Et plusieurs fois, il y a eu de ces affrontements. Et donc, on peut se demander, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va durer? Marcel Aguesino, Zana le disait, hein, c'est des groupes, on va dire des groupes de défense, mais qui ne sont ni sous le contrôle du ministère de l'Intérieur ni du ministère de la Défense. Ça veut dire qu'on a quand même un gouvernement qui est installé à Tripoli qui ne contrôle pas grand-chose, non? Oui, peut-être bon nombre de nos téléspectateurs ne savent pas et ne s'interrogent pas, ne questionnent pas le passé, l'histoire libyenne. Je peux leur en informer que depuis en 2011, il y a une guerre qui a éclaté en Libye. Et le grand perdant, c'est Muammar Kadhafi, c'est-à-dire le guide libyen et les Libyens qui ont perdu de lourds tribut. Kadhafi a été assassiné le 20 octobre 2011. Il a fait pratiquement plusieurs années au pouvoir, de 1969 à 2011. Il a fait plusieurs années, mais sous son régime, vous savez, je le sais, ils le savent, que Kadhafi avait favorisé beaucoup de choses. Il y a la distribution de l'électricité gratuite, l'eau, l'addition d'eau potable, tout est gratuit, l'école gratuite. Mais d'un coup, les Occidentaux qui ont créé tout ça là, avec des actes prémédités, ont fait que la Libye se retrouve dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a deux gouvernements, il y a deux présidents, il y a deux rivaux. Dans un État, il y a encore un autre État, c'est toujours l'instabilité politique qui règne. C'est comme si l'autre là, il y a des gangs qui dictent leurs lois au niveau de Haïti là-bas. C'est un peu compliqué. Et aux grandes dames des Occidentaux qui se disent être des premières puissances au monde, ils n'arrivent pas à pacifier cette portion ou bien cette nation libyenne. Et les deux généraux, chacun tire le drap de son côté avec des armes lourdes. Et le pays de 2011 jusqu'à nos jours continue par connaître des morts, des déplacés. Il y a aussi ce que les gens oublient, il y a aussi des traites négrières là-bas. On vend des êtres humains. On vend à ciel ouvert au su de tout le monde des êtres humains. Des êtres humains alors que nous savons que la colonisation a été abolie depuis plusieurs années. Mais chez nous ici, à côté, Libye là, il y a de commerce de l'homme. C'est un peu compliqué et je ne sais jusqu'à quand cette crise va se résorber. Le plus triste, Zana Satcho, c'est qu'on a du mal à voir le bout du tunnel. L'Union africaine ne dit rien. J'ai envie de dire les États-Unis, l'Union européenne ont tenté un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression qu'on a envie qu'il y ait stabilité en Libye. Vous avez tout dit, parce qu'il y a du pétrole là-bas, il y a des intérêts en jeu. Et c'est la même situation que la RDC. À partir du moment où il y a des ressources en abondance à se partager, il n'y a personne qui a envie ou bien qui démontre une réelle volonté que la sécurité soit généralisée dans tout le pays. Parce que c'est quand il y a le bordel que des gens qui ont des réseaux mafieux pour, n'est-ce pas, se partager la manne pétrolière en Libye. Et c'est tout ce qu'on peut déplorer. Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire en face de ces puissances? Et on connaît bien ces puissances internationales, ces puissances qui financent de part et d'autre les gouvernements, ceux qui s'affirment dans le pays. On sait qui sont derrière eux. Et donc, on ne peut que déplorer cela. Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire? Est-ce que l'Union africaine elle-même, elle est autonome? Mais c'est un pays membre de l'Union africaine. Oui, si je dis, est-ce que l'Union africaine elle-même, elle est autonome? Est-ce qu'elle n'est pas prise en charge par d'autres puissances? Elle est financée à plus de 80% par l'Union européenne. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de sortie immédiate de crise en Libye? Non, pas tellement. Le bout du tunnel est un peu ne se voit pas à l'horizon. Dans la mesure où nous savons que
les institutions communautaires et sous-régionales sont spoliées à la France, qui se considère toujours pas la grande métropole. La Libye et certains pays qui sont sous tutelle aujourd'hui auront toujours des difficultés à s'affirmer, comme l'ont fait les pères des indépendances qui ont osé pointer leur nez à l'envahisseur. Au lendemain, c'est des assassinats, c'est la course-poursuite, etc. Donc aujourd'hui, l'ex-président libyen, vous le savez plus que moi, qu'il n'a pas accepté la colonisation, la domination étrangère chez lui. Raison pour laquelle il a fait tout possible pour unir ses pairs africains dans un cercle restreint qu'est l'Union africaine. Et il a voulu même créer une monnaie africaine, mais triste à son sort, il a été sauté lors d'une guerre préparée et des instructions sont données à des militaires français qui sont venus sur le sol libyen avec des bombardements. C'est un peu ahurissant de constater que des Occidentaux, depuis 1960 jusqu'à nos jours, ils continuent toujours par menacer, agresser, assassiner nos dirigeants. Et c'est un peu compliqué. C'est de la bouillabaisse totale. Pendant ce temps, est-ce que les Libyens eux-mêmes, est-ce qu'ils ne sont pas fatigués de cette situation pour décider finalement de s'asseoir, dialoguer et trouver une solution? Bon, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils sont habitués? C'est facile de détruire, mais quand il faut reconstruire, ce n'est pas évident. Je pense qu'eux-mêmes, ils doivent être fatigués, mais si ce n'était quand les Libyens, je pense que c'est facile. Mais à partir du moment que d'autres puissances étrangères, d'autres intérêts étrangers s'y mêlent, ça devient compliqué. Et ils n'ont pas intérêt à ce que vous vous retrouviez pour discuter, et ils ont intérêt à plus armer l'autre, ils ont intérêt à créer des conflits, à créer des tensions qui même ils alimentent, à attiser, n'est-ce pas, la guerre. Donc moi je ne pense pas que ce serait facile pour les Libyens, même s'ils prennent conscience de pouvoir se retrouver, tant qu'il y aura des intérêts étrangers en jeu. Je pense qu'ils ont intérêt à discuter entre eux et s'entendre à ce que ces étrangers-là quittent effectivement leur pays. Parce que tant qu'ils seront là, la paix sera toujours menacée en Libye. En Libye. Merci Zana Satcho. On va marquer la pause pour regarder ensemble le journal, et toute la seconde partie justement sera consacrée au Togo. On reçoit sur le plateau Kamal Adjaï qui est le maire de la commune du Golfe 3.